j'ai pas de fin de phrase, je me perds, vous l'avez capté? C'est quoi, on change de setup là? Aujourd'hui, on découvre le métier de vidéaste avec Alexandre. Alors, vous l'aurez sans doute remarqué si vous suivez nos vidéos depuis longtemps, nous on est youtubeurs mais on n'est pas vidéaste. On est autodidacte, on a appris beaucoup de choses tout seul, mais on n'est pas technique. Alors, ce qu'on a voulu aujourd'hui, c'est d'une part apprendre plein de choses sur le métier de vidéaste et également comparer nos compétences aux compétences d'un vrai professionnel. Comment devient-on vidéaste? Est-ce qu'on trouve du travail facilement? Si on veut se mettre à son compte, a-t-on besoin de beaucoup investir au départ? On a posé toutes ces questions à Alexandre et bien d'autres, et on a aussi testé autre chose. Au milieu de la vidéo, au lieu d'utiliser nos matos comme d'habitude, on va utiliser ça et plein d'autres trucs. Du coup, vous allez pouvoir voir concrètement la différence entre une vidéo réalisée, montée, colorisée par Miguel et moi, et cette même vidéo travaillée par un vrai professionnel. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez. Bonjour à tous, je m'appelle Alexandre Garçon, j'ai 26 ans et je suis vidéaste indépendant depuis maintenant 3 ans sur Bordeaux. Je réalise des films institutionnels et publicitaires pour tout type d'entreprise, de la PME jusqu'à la grosse entreprise. Avant de commencer, tu vas nous dire, c'est quoi vraiment vidéaste? Vidéaste, c'est un ensemble de métiers. Un vidéaste, c'est un peu un créateur d'image, c'est quelqu'un qui garantit l'image. Un vidéaste, il fait tout. Il est à la fois cadreur, il va être, on va dire, directeur photo, puisqu'il va gérer tout ce qui est éclairage, etc., ce que moi je fais sur des interviews ou certains films. Il va aussi peut-être, s'il est vraiment à son compte, comme je le suis, gérer toute la partie son, gérer la partie post-production. Donc ce que j'entends par post-production, ça va être montage, voire étalonnage couleur, donc ce qui est, on va dire, la conversion couleur et éventuellement le fait de donner une certaine identité à couleur à certaines images. Enfin voilà, un vidéaste, il a un champ des possibles qui est assez large et qui dépend du fait que tu sois indépendant ou intégré dans une société de prod ou une société en lien avec le cinéma. Du coup, comment on devient vidéaste? En tant que vidéaste indépendant, il n'y a pas réellement de cursus magique, hein. Chacun a ses backgrounds, ses vécus, et tu deviens vidéaste par le terrain. Et voilà, moi j'étais d'abord dans la photographie avant de passer vidéaste, et avant de m'auto-former en ce sens. Mais si tu veux avoir une carrière dans le cinéma liée à l'image ou à la télévision, il existe évidemment des écoles hein, qui promettent ça. Quand tu parles d'école, c'est des études gratuites, c'est des études payantes? Alors sur des débuts de cursus, je sais qu'il y a des débuts de formation à l'audiovisuel, je crois en Bac+2, qui sont dispensés par des écoles publiques. En revanche, si tu décides de te former un petit peu plus sérieusement et de pousser jusqu'à un Bac+5, en général les écoles seront privées. Donc forcément, comme à peu près toutes les écoles d'art, hein, de toute façon, les manas, etc. Enfin, on est sur le même délire, clairement. Ok, donc j'ai bien compris que ton métier, on peut le pratiquer à son compte, puisque toi-même t'es freelance. Pour les personnes qui souhaiteraient rester salariées, est-ce qu'on trouve du travail facilement? Je pense que sur toute la partie technicien, donc ça peut concerner les gens dans l'image et dans le son, je pense que toute production aura toujours besoin de ces gens-là, et donc du coup c'est un petit peu plus simple pour des gens comme ça. Pour des gens qui sont, on va dire, dans un hybride entre créatif et technique, les cadreurs, les directeurs de la photo, les réalisateurs hein, même, je pense que c'est un petit peu plus compliqué parce que du coup il y a quand même pas mal de monde et ça dépend réellement de ton expérience et de ce que tu as à proposer. En tant que salarié, quelles sont les fourchettes de salaire dans ton métier? Ça peut partir des gens qui sont dans le son, etc. Où là, on commence peut-être, s'ils sont intermittents, notamment sur plus du SMIC, entre guillemets, ou des salaires un petit peu bas. Après, sur du cadreur, on est plutôt autour de 1005, 1006, je pense. Tu vois, cadreur cinéma, attention. Ça dépend en fait aussi de où tu es intégré. Si tu es sur une chaîne de télévision extrêmement connue comme TF1 et que voilà, tu es cadreur là-dessus, etc., je pense que ça dépend de la production. Enfin, voilà. Les perspectives d'évolution de salaire dans ton métier, est-ce qu'elles sont plus en fonction de l'ancienneté et de la seniorité entre guillemets, ou est-ce qu'elles sont plus en fonction des prods que tu vas réussir à intégrer? Ou les deux? Ça filme pas là, si? Si. Ça filme. D'un point de vue salarié, notamment sur tout ce qui est intermittent, il existe des grilles de tarifs, hein, évidemment. Après, ça va évidemment dépendre de la télévision ou du cinéma, c'est pas déjà les mêmes tarifs. Ça va dépendre aussi de l'ancienneté.
Ça va dépendre de la production aussi, hein. Tu vois, des émissions comme Koh Lanta par exemple, c'est des choses quand même un peu spécifiques où il faut partir un peu à l'aventure. Au-delà des grilles qui sont en vigueur, c'est du cas par cas. Et c'est à toi aussi, en tant qu'intégré à une société de prod ou indépendant, hein, puisqu'il en existe aussi dans cette industrie-là, de revaloriser ton salaire en fonction des conditions qui sont présentées à toi. Eh ben c'est parfait, tu me permets d'enchaîner sur la partie free. Comment on facture? Généralement, selon ton métier, etc., tu vas facturer à la journée. Moi, personnellement, je tarife évidemment à ça pour avoir une base. Après, je vais quand même avoir le côté complexité de la mission à prendre en compte. Donc, comment on facture? On facture selon qui on est aussi. Là, maintenant, moi, j'arrive à 3 ans d'activité. Entre la première et la 3e année, il y a un gap énorme, bien entendu. On veut des chiffres. Tu veux des chiffres? Ouais. Ce que je peux te dire, c'est que les mois ne se ressemblent pas. Tu peux avoir des mois où tu vas faire pas un SMIC, hein, tu vas faire plus, tu vas peut-être faire 1500, 2000 euros, ça dépend de ton portefeuille client. Et tu as des mois où tu peux faire 8000. À combien tu factures la journée globalement? Entre 500 et 700 euros selon la mission, à peu près. Okay. TTC. On va dire le quotidien, il n'y en a vraiment pas. Il y a 2 phases. Il y a la phase captation, tournage. Je me rends sur place et je tourne. Et il y a la partie post-production qui va concerner tout ce qui est montage, étalonnage couleur. Ensuite, on va dire qu'il y a un 3e pan qui va être le côté plus commercial de la chose. Un petit peu moins sexy, mais terriblement nécessaire, à savoir l'emailing, la prise de contact ou la mise en contact client, le côté administratif des choses. Il faut savoir que sur certaines missions, il va y avoir ce qu'on appelle du storyboard ou du script à produire. Donc ça va concerner tout ce qui va être histoire, entre guillemets, tout ce qui va être repérage, organisation, logistique d'un tournage. Et pour d'autres, il va pas forcément y en avoir. Et là, à ce moment-là, c'est plus, on va dire, une logistique d'ordre technique, c'est-à-dire est-ce qu'on va capter à 1, 2 caméras, quelles optiques on va utiliser, quel type de filtration, enfin voilà, bref, tout ce qui est d'ordre technique à mettre en place pour répondre au mieux à la demande du client vis-à-vis de la demande vidéo. Donc c'est beaucoup d'anticipation. En règle générale, je vais réaliser la captation soit seul, soit à plusieurs, gérer la partie montage seul, et ensuite éventuellement proposer également l'étalonnage couleur. Voilà, donc une prestation vraiment complète de A à Z. J'ai pas de fin de phrase, je me perds, vous l'avez capté? Moi j'ai la chance quand même de bosser beaucoup avec des clients qui sont plutôt locaux ou régionaux. Ça reste des déplacements assez légers. Néanmoins, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on commence à devenir un petit peu sérieux à propos de ça, vous avez besoin d'une voiture. Très clairement, entre tout le matériel technique que tu vas mobiliser sur un tournage, très vite on a quand même du matos qui est assez lourd et assez difficile à acheminer. On fait quoi? On change de setup là? Ouais, maintenant en fait, je l'admets, il y a cette déformation, pas forcément trop à travers les séries parce que c'est généralement quand même moins travaillé avec les films, mais à travers les films tu remarques des choses que tu ne voyais pas avant. Je pense que c'est ça qui me plaît, ce qu'on appelle un peu la patte. Il y a une certaine manière de tourner, certains angles adoptés, les couleurs, bon peut-être un peu moins, mais par exemple un mec comme Wes Anderson, clairement ça fait partie intégrante de son personnage et de son art. Comment tu vas composer une image, raconter une histoire à travers ça, et quels sont les calques que tu vas aborder, que ce soit dans le cadrage, dans la manière que tu as d'éclairer la scène, la manière de l'étalonner. Tout ça participe au fait de... tu peux filmer n'importe quoi en fait. Là, au final t'as un charme, t'as quelque chose qui se passe. Tu fais ce métier parce que t'as une volonté quand même quelque part de raconter une histoire. Parce que l'image est une forme d'écriture visuelle à part entière et ça te va ou... Ouais, top, je raccrocherai les wagons. Quand tu es sur un tournage, certes tu as la fatigue, tu as tout ça, mais c'est comme un sport en fait, il faut l'appréhender en tant que tel. T'es actif, à la fois cérébralement mais aussi physiquement. Tandis que la post-production, tu ne l'es pas physiquement puisque tu es assis sur une chaise devant un moniteur. J'adore tout, hein, honnêtement. L'anticipation, la réflexion en amont du projet est vraiment le fuel pour réussir à arriver à ce que tu veux. Je t'ai fait un peu un hybride. Mais... Ouais, mais je vois bien que tu rebondis sur les trucs que t'as envie de dire. En fait, quand t'arrives dans ce métier, surtout moi qui suis indépendant, donc je me suis auto-formé, t'as quand même toujours cette petite prétention de départ qui te sert de courage aussi, te dire je sais déjà pas mal de choses. Tu ne sais rien. C'est indéniable, tu ne sais rien en fait. Plus t'avances
et plus tu te rends compte à quel point c'est un métier à part entière et à quel point c'est un métier qui est complexe. Si tu ne fais pas ce métier en étant réellement un passionné, tu n'évolueras pas. Le côté auto-formation, le côté toujours monter en gamme, monter en production, etc. nécessite des recherches d'ordre technique, d'ordre artistique ou créatif du moins, qui font que la frontière avec la vie privée, vie professionnelle peut être mince parfois et il faut t'éduquer en ce sens aussi. On va la faire, vas-y cut. Alors tu nous as pas mal parlé de créativité pendant toute cette vidéo. J'avais une question à te poser. Est-ce que au final à ton compte, tu arrives à trouver l'équilibre entre, on va dire, l'artistique et l'alimentaire? C'est une très très bonne question, Camille. Je pense qu'on est tous séduits énormément par le côté artistique. Moi à l'heure actuelle, je n'en fais pas encore énormément. J'ai commencé justement la vidéo par faire des clips, etc. À très faible budget, etc. Mais très vite, je me suis tourné entre guillemets vers l'alimentaire. Après, je dirais que de toute façon, on s'en fiche de la mission. C'est toi qui compte. C'est-à-dire que tu peux très bien trouver de l'artistique dans une mission qui va être d'ordre corporate, institutionnel, etc. Tu peux ramener de la poésie dans ce type de captation, etc. Ça dépend réellement de toi. Parfait. Miguel, t'es avec nous? Aujourd'hui, Alex, tu as investi sur ton matériel, on le voit ici. Est-ce qu'il faut investir pour commencer? Tout dépend de ce que tu vas faire et à quel rythme aussi tu veux le faire. Un mec qui a vocation à faire du clip va pas s'équiper pareil qu'un mec qui va faire du corporate, etc. Ça, c'est indéniable. Pour commencer, tu n'as pas besoin d'avoir une RED ou une Arri Alexa, ça on est amplement d'accord, même après d'ailleurs. Mais il faut quand même, si tu comptes sérieusement t'investir dans et en faire ton métier, ouais, il faut quand même une enveloppe de minimum 1500 €, ça c'est assez indéniable. Après, moi le conseil que je donnerais à quelqu'un qui veut se lancer, c'est de pas forcément acheter neuf. Tu peux avoir du très bon matériel à moindre prix. Et voilà, même moi encore, voilà, j'ai un objectif, je l'ai pas acheté neuf, je l'adore, il y a aucun souci avec ça en fait, c'est pas une tare, tout ne doit pas s'acheter neuf. Faut pas tomber dans ce piège de vouloir acheter tout le temps, il faut bien acheter. Et pour ça, il faut déjà avoir un background technique à la base pour savoir si ça va valoir le coup. Alex, je voudrais savoir ton avis par rapport aux réseaux sociaux. Est-ce que pour toi c'est une menace, tous ces gens qui s'autoproclament vidéastes? Au contraire, ça te permettra à toi de mettre en lumière ton travail en tant que vrai vidéaste? Je pense que quand tu commences et que tu montres ton travail, parce que forcément t'es désireux et pour ta communication c'est ce qu'il faut faire, tu t'autoproclames forcément quelque chose. Dans tous les cas. Mais c'est une vraie chance de montrer ton travail. Après, en effet, il y a beaucoup de gens, je le vois, pas forcément vidéastes, mais je trouve beaucoup photographes. Beaucoup de gens sur Instagram, pour ne pas le nommer, disent « je suis photographe ». Je l'ai fait aussi à une époque, donc voilà, il n'y a pas de souci, mais non, tu ne l'es pas en fait réellement. Mais si ça peut te donner la confiance en toi et une certaine forme de légitimité au fur et à mesure du temps, tout en montrant ton travail, fais-le. Ce qui est un petit peu plus délicat à mon sens, c'est le fait que certains photographes ou certains vidéastes proposent des prestations à très très faible coût. Malheureusement, ça peut cannibaliser l'industrie. Parce que le client, après, va être habitué à un certain range de prix qui n'est absolument pas représentatif de combien ça vaut réellement. Mais outre ça, non, les réseaux sociaux, avec une bonne utilisation, restent forcément une plateforme de visibilité incroyable. On espère que cette vidéo vous a plu et on a une petite surprise. On a demandé à Alexandre ses conseils et ses recommandations pour toutes les personnes qui aimeraient se lancer dans la vidéo. Et toutes ces recos-là, elles font l'objet d'une seconde vidéo, et je vous mets évidemment le lien en bio. Vous y trouverez ses recommandations en termes de matériel, en termes de logiciel, plein de ressources pour apprendre le métier gratuitement en ligne, et également ses petits conseils pour trouver ses premiers clients quand on se met à son compte. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas à partager ce contenu s'il vous a plu, à mettre un pouce ou à nous laisser un petit commentaire, on les lit tous et ça fait toujours plaisir.